Commençons par remettre les choses dans leur contexte. À la fin des années 1970, après déjà 30 ans d'occupation chinoise, des missions envoyées par le Dalai Lama rapportèrent les chiffres suivants. 1,2 million de Tibétains morts, les 2 tiers du Tibet devenu chinois, encore 100 000 Tibétains en camp de travail, 6 254 monastères et couvents détruits, et sur les 2000 restants, seulement 45 avaient réouvert leurs portes. Si aujourd'hui les choses sont légèrement plus détendues, le gouvernement chinois vaille toujours au grain. Des postes de contrôle sont installés sur de nombreuses routes. Le nombre de moines est limité dans tous les monastères, divisé par 10 ou plus. Des caméras surveillent les allées et venues. Des micros captent les conversations. On nous invitera même plusieurs fois à ne pas parler de politique dans les monastères. Les manifestations bouddhistes à Lhasa sont encadrées par l'armée pour éviter toute dérive en protestation. Et si vous arrivez à venir au Tibet en tant que touriste, en espérant que votre pays n'ait pas reçu récemment le Dalai Lama pour une conférence, auquel cas vous n'obtiendrez probablement pas de visa, c'est le parcours du combattant. Les règles changent toutes les semaines. Une fois sur place, une bonne part de votre argent sert à payer les entrées des monastères. Et devinez qui gère les recettes ? Le gouvernement chinois. Dans les plus grands monastères, il faut rajouter à l'entrée 1500 yuan, soit presque 200 euros, si vous voulez prendre des photos. Dans d'autres, c'est tout bonnement interdit. Le gouvernement distribue aux moines télévision, paraboles et de l'argent pour s'acheter des smartphones. Ils reçoivent alors les 30 chaînes chinoises qui déversent leur propagande pour faire de tout téléspectateur un bon citoyen. D'énormes projets de développement portés par le gouvernement ont été construits depuis quelques années. L'exemple le plus frappant est le train le plus haut du monde qui relie aujourd'hui Lhasa à Pékin. Il a été construit par des milliers de Tibétains travaillant dans de telles conditions que nombreux y ont laissé la vie. Bien que ce train apporte avec lui un développement économique de la région, il pose la question: quel prix humain et environnemental est-on encore prêt à payer pour la croissance ? À Lhasa et dans d'autres villes, le capitalisme débarque en force. La Chine a fait du Tibet une zone franche pour les entreprises et facilité l'implantation de milliers de Chinois. On se retrouve aujourd'hui dans un développement manu militari avec plus de Han, l'ethnie chinoise dominante, que de Tibétains dans de plus en plus de villes. Mais penser en termes de nation est presque dépassé. On assiste dans le monde à une montée en puissance d'une élite économique et politique dont la collusion n'est plus approuvée, qui ne pense pratiquement qu'en termes d'opportunités d'affaires. Et le Tibet n'en manque pas. La région, toujours économiquement pauvre, mais en plein boom, regorge de ressources alléchantes, en minerais et en eau. Alors on morcelle le toit du monde en parcelles privées, de gré ou de force. Pour moi, le Tibet est une de ces régions qui traduit le mieux ces mots de Majid Ramna. La pauvreté est le manque du superflu, la misère est le manque du nécessaire. La première est bénéfique et certains la choisissent délibérément. La seconde est détestable et on ne saurait la combattre avec trop de vigueur. Alors d'un modèle d'autonomie communautaire d'où la misère est presque absente, modèle encore présent dans certains villages, on passe petit à petit à un modèle compétitif qui a introduit bien trop rapidement la misère. C'était l'objet de la première partie de ce documentaire tourné en Inde et au Népal, la différence entre la misère subie, conséquence de notre modèle économique, que j'ai traité dans la première partie, l'envers de l'économie moderne, et la pauvreté choisie qui peut être bénéfique à double titre, pour l'environnement et pour nous-mêmes, que j'ai traité dans la deuxième partie, du bonheur de la simplicité.
Alors oui, le développement économique offre une amélioration du confort matériel indéniable pour une partie d'entre les hommes, comme c'est le cas au Tibet, où une partie de la population s'est enrichie en profitant des opportunités d'affaires que les Chinois ont amenées avec eux. Mais elle est dérisoire à côté de la privation des droits fondamentaux de beaucoup d'autres et de la destruction de l'écosystème qui nous mène tous deux directement à l'autodestruction. En face de ça, c'est la politique de l'autruche. Les gouvernements en place dans le monde ne font que peu de cas des combats pour les droits de l'homme et pour la préservation de notre planète. Et encore moins pour le Tibet. Ils auraient trop peur de brouiller leurs relations avec une des plus grandes puissances économiques. Le président chinois est même venu plusieurs jours en France l'année dernière, dont 2 à Lyon. Et les multinationales qui s'implantent au Tibet ? Pas un mot non plus. Il faut dire qu'un récent rapport indique que 2 tiers des entreprises du CAC 40 seraient responsables d'atteintes aux droits de l'homme dans le monde. Nous aurions pourtant tous beaucoup à apprendre de la philosophie bouddhiste, de la non-violence, de la méditation. Cette culture qui développe une vision holistique du monde apparaît aujourd'hui très avancée dans la compréhension du cerveau. Les derniers travaux en neurosciences semblent confirmer que les méditants deviennent des gens physiquement plus aptes à héberger des émotions positives. Leur cerveau reconfigure ses connexions neuronales, le système immunitaire se renforce, on note une diminution du stress, une diminution des risques cardiaques et beaucoup d'autres choses encore. Mais malgré cette tardive reconnaissance des scientifiques occidentaux de la valeur des connaissances accumulées par les bouddhistes, pas un mot ne filtre sur le Tibet dans la presse. Pendant ce temps, la résistance non violente continue, et les immolations de moines à Lhasa aussi. Pour ceux pour qui le respect de la vie est au-dessus de tout, c'est l'acte désespéré le plus fort qu'ils puissent faire pour tenter d'alerter l'opinion publique nationale et internationale. Ils sacrifient leur vie dans l'espoir d'éveiller nos consciences à tous. Et ils commencent à recevoir sur Internet une réponse à leur appel. Je m'appelle Anton, citoyen du monde, 21 ans en écrivant les dernières lignes de ce documentaire, et je m'exprimais pour le Tibet. Et ça, c'est Internet. La possibilité de réunir 63 producteurs solidaires pour financer ce projet étalé sur près de 2 ans et de le partager aujourd'hui librement à des milliers de personnes. Et cette possibilité, faire entendre ma voix, existe aujourd'hui pour tout le monde, peu importe sa couleur, son origine, son âge, son sexe ou sa fortune. C'est cette liberté fondamentale dont le Tibet, les Chinois eux-mêmes et beaucoup d'autres peuples de par le monde ont été privés. Au Tibet, il est interdit de filmer les forces de l'ordre et l'armée chinoise. Un jour, j'aimerais pouvoir dire à mes enfants, il n'y a encore pas si longtemps, les caméras se multipliaient pour contrôler les populations. Jusqu'au jour où, pris de panique par la course folle que quelques hommes avaient donnée au monde, ce fut les populations qui multiplièrent les caméras pour dénoncer, s'indigner, résister, s'organiser, partager et créer ensemble. À l'heure où Internet se révèle comme une clé majeure pour faire émerger demain, ne laissons pas les puissants de ce monde décider de qui peut s'exprimer. Faisons d'Internet l'espace de liberté qu'il devrait être. Martin Luther King nous disait au milieu du XXe siècle une phrase que nous comprenons peut-être seulement aujourd'hui. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Alors j'allume une bougie, je fais entendre ma voix. Et demain, combien seront-ils ?